Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous donner quelques conseils d'écriture, des conseils un peu plus techniques que ceux que j'ai l'habitude de donner, qui souvent se résument à pratiquer assez souvent et lire pas mal. C'était mercredi que j'ai commencé à faire cette vidéo et j'étais pas vraiment contente de ce que je racontais, j'avais l'impression que je tirais un peu que je vais encore dire forceps vraiment? Bon, beh, visiblement oui, donc que je tirais au forceps mes mes arguments, que j'étais pas très emballée, mais il y avait pas vraiment de raison. C'était un peu pour passer le temps, ça faisait ces derniers temps, j'ai un peu du mal à faire des vidéos, donc je me disais: «Sur un sujet comme ça où on peut déballer ses arguments, il y a pas de problème, c'est pas grave». Bref, mais au moment où j'allais faire le montage, eh ben, on m'a dit que je venais de recevoir un message de réponse d'éditeur, et alors que j'avais beaucoup d'espoir parce que l'un d'eux avait été assez emballé, on va dire, par un de mes romans, celui qui se passe au Maroc, et qui m'avait dit que cependant, même si le ton était intéressant, il apprécierait d'en lire une version plus courte. Ben, je lui ai envoyé cette version plus courte, j'ai travaillé dessus pendant un mois à peu près, et ben ça allait pas. Enfin, c'était logique en même temps, les chances de l'être dans une maison assez grande comme celle-ci, ben, c'est autant de chances que de gagner au loto. Mais bon, bref, j'y avais cru et j'ai été vachement déçue. Et donc, suite à cette vidéo, ben, j'ai fondu en larmes et j'ai commencé à me dire pourquoi je donne des conseils? Pourquoi je donne des conseils d'écriture? Quelle est ma légitimité pour les donner? J'avais l'impression que j'étais bonne à rien. Bon, je vais pas dire qu'elle est dissoute maintenant. Mais en tout cas, j'avais l'impression que ça ne servait à rien de faire ça tant que j'avais pas cette légitimité. Les jours ont passé et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais en faire une sur la recherche des éditeurs. J'ai 32 ans, ça fait 5 ans que j'écris. Je m'étais dit que j'arriverais à être éditée avant mes 30 ans, j'ai donc 2 ans de retard. Aussi, de plus en plus, commence à me prendre cette peur la nuit, et si je n'y arrivais pas? Si j'arrivais pas à être éditée? Si la seule possibilité de proposer mes livres et ce que j'écris à mes lecteurs était l'auto-édition? Et donc c'est une peur qui me prend comme ça, et de me dire, dans ce cas-là, ces 5 ans auront servi à rien? La question que je me pose, enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin j'ai déjà vu ça sur Instagram, qui au bout de tant d'échecs disent non, puisque c'est comme ça, je n'écrirai plus jamais, et qui sont dans le ressentiment. Là je sais que ça a l'air d'être ça, mais c'est pas vraiment, c'est est-ce que je continue à m'échiner à trouver un éditeur, mais pas à écrire, quoi. Parce que l'écriture est une des choses dans lesquelles je m'épanouis. Donc voilà. Est-ce que je suis bientôt sur la route? En fait, c'est ça, c'est souvent quand je m'endors ou quand je laisse mon esprit divaguer, je me dis, mon appareil fait que s'arrêter, donc c'est vachement bien. Donc ce que je disais, c'était, est-ce que je dois me dire, est-ce qu'il y a un moment où je vais y arriver? Et surtout, est-ce que je ne suis pas dans une fiction moi-même à me dire que je vais y arriver forcément? Il y a plein de gens qui se le sont dit. Pourquoi moi j'ai cette intuition? Pourquoi elle serait plus forte que pour d'autres gens, quoi? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Rien ne me le dit, rien ne me l'assure en fait. Moi j'ai l'impression parfois quand je pense aux vidéos que je suis en train de faire, au moment où je vous l'annoncerai, où je l'annoncerai au public, et que ça donnerait un sens en fait à tout ce que je fais et tout ce que je dis, et que ça serait comme une fiction justement, qui aurait une récompense en fait pour le lecteur, parce qu'il y a le truc de je fais des efforts et au bout d'un moment je suis récompensée pour mes efforts, mais rien ne me l'assure. J'y ai pensé dernièrement quand j'étais en train de lire un livre de Gennada, je crois que c'était Plage de Manakora. Et il y a un moment, il parle d'une femme qui est là et dont l'ami était un artiste qui avait, passé 40 ans de sa vie à peindre et toutes ses toiles ont disparu, lors d'un incendie. Donc 40 ans de travail, totalement envolés comme ça. Et je crois que c'est ça, ce que ça atteint en fait, le fait de ne pas trouver d'éditeur. Enfin, en fait, ça a vraiment touché quelque chose en moi au moment où j'ai lu ça, et c'est devenu peut-être encore plus, une pensée encore plus présente. Le fait de se dire que si j'y arrive pas, peut-être que tant d'années de travail ne seront jamais récompensées, ne verront jamais vraiment le jour totalement.
comme si c'était des photos qui restaient dans la chambre noire pour toujours. Et ça a quelque chose qui touche un peu à la finitude, à la mort, à tout ça, qui est donc extrêmement, angoissant pour la plupart des gens. Et c'est pour ça que parce qu'en fait, même si c'est une question qui enfin, c'est quelque chose qui me vient souvent en tête, même s'il était édité, même si mes livres marchaient, finalement, on n'est pas du tout assuré de la postérité, si on devait réfléchir à la postérité aussi. En fait, l'idée de l'être me rassure pour mon existence actuelle, pour que peut-être, si ça finissait par marcher, mes conditions matérielles soient, correctes, enfin qu'elles le soient plus en tout cas qu'aujourd'hui. Aussi que mon au niveau justement, je pense, de la reconnaissance, c'est quand même la chose qui est la plus importante, il me semble, pour les auteurs, d'être reconnus et c'est vrai que l'auto-édition, c'est le point noir principal, je pense. On ne peut pas se sentir reconnu vraiment si c'est nous-mêmes qui nous adoubons. Et à côté de ça, il y a l'histoire de la postérité. On a peut-être un peu l'impression que on y a accès un peu plus si on est un auteur reconnu. Sauf que rien ne l'assure. Rien ne dit que dans 200 ans, on parlera toujours de Nicolas Mathieu. Le temps est quelque chose d'extrêmement cruel, en fait. Il fait le tri entre les auteurs pour des raisons qui sont totalement arbitraires. Et c'est ce qu'on voit parfois quand on se renseigne sur des auteurs d'il y a à peine un siècle. Tous ces auteurs oubliés sont encore dans cette chambre où les photos sont en négatif. Donc, quand je me dis tout ça, que j'ai ces pensées qui sont très joyeuses, on va dire, ça permet de recontextualiser, ça permet de se dire, bon, c'est vrai peut-être que je ne le serai pas, mais finalement, ça n'allait pas vraiment, on va dire, guérir ou apporter de réponses rassurantes sur ces questions qui sont philosophiques et qui touchent chacun, je pense, mais peut-être les auteurs un peu plus. Je pense qu'il faut réfléchir donc en termes de rapport de force. Je ne suis pas connue, donc il vaut mieux chercher une maison qui n'est pas trop connue. Et pour ça, enfin, une des premières choses qu'on peut faire, c'est souvent, comme on dit, aller en librairie et noter le nom des maisons qu'on connaît pas. Et on peut aussi du coup aller sur les sites des librairies. Par exemple, moi j'habite pas très loin de Bordeaux, donc je vais sur celui de Mola. Et c'est vrai qu'on tombe quand même sur des maisons dont on n'a pas entendu parler. Je pense que ce qu'il faut vraiment ressentir dans ce genre de cas, c'est est-ce qu'on sent que ça match? Est-ce qu'on se sent... déjà, il faut toujours, je pense, lire quand même le résumé et la présentation de la maison d'édition. Je dis ça, mais hier je me suis plantée et j'ai envoyé à une maison qui n'éditait pas de romans, mais bon bref. Il faut toujours bien se concentrer, et puis est-ce que les couvertures me plaisent? Est-ce que je me vois, moi, après, hein, dans un salon du livre, ou même là, sur ma chaîne, ou vous, donc si vous imaginez face à votre famille, par exemple, avec le livre sans avoir honte? Et ça, c'est vraiment une question très importante, parce qu'en auto-édition, justement, enfin moi j'ai assez bidouillé mes couvertures pour savoir que j'ai honte que ce soit de l'auto-édition, mais j'ai en général pas trop honte de mes couvertures. La qualité du papier d'Amazon, ça oui, mais ça c'est une autre question. Donc est-ce que j'aurais honte? Et le truc en fait c'est que quand on cherche beaucoup de maisons d'édition qui ne sont pas connues, donc par exemple régionales, on tombe sur des sites, déjà des sites où ils n'ont même pas cherché de nom de domaine, donc c'est sur Wixit ou Mon Site ou ce genre de choses, donc déjà ça donne pas vraiment confiance. Quand on clique dessus, on voit que ça rame, mais kilotonnes de RAM quoi. On voit que je ne sais pas ce qu'ils ont, les petits éditeurs comme ça. Franchement, je les englobe pas tous, mais c'est un certain type de petite maison d'édition avec une police bleue, canard, bleu électrique, qui est très désagréable. En plus, ils mettent souvent la même police sur leur couverture, et on se demande, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en plus, le livre est à 22 €, enfin, il est au même prix qu'un chez Grasset ou un truc comme ça. Pourquoi ils n'engagent pas... Enfin, moi, franchement, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi ils n'engagent pas un graphiste? Ah oui, un autre truc que j'oubliais, attention aussi aux maisons d'édition qui proposent 10 000 sortes de collections. En fait, c'est un peu comme à la carte d'un restaurant. S'il y a trop de choses sur la carte, il vaut mieux être méfiant. Donc il faut toujours se demander, est-ce que moi je me vois me défendre, je vois défendre mon livre? Si franchement vous trouvez que les couvertures sont dégueulasses, ne proposez pas votre livre, ne vous dites pas oui mais peut-être que je pourrais en discuter avec lui. C'est possible que vous pourriez, mais le problème c'est que si vos amis vont sur le site justement pour acheter le vôtre, bah, ils vont bien voir que ça manque de sérieux. C'est con, mais moi c'est quelque chose que j'ai appris en auto-édition, je sais que je critique assez souvent l'auto-édition. Peut-être que je retourne ma veste parce que je commence à me dire oh, peut-être que je vais devoir y retourner. C'est encore une fois une autre question, mais bon bref. Je critique souvent l'auto-édition, mais à côté de ça, ça m'a appris justement à me remettre en question en termes de typographie, en termes de réfléchir vraiment. Une des premières règles qu'on apprend en auto-édition, c'est qu'on n'est pas connu, on n'a aucune force de frappe, donc la première impression qu'aura le lecteur, c'est la couverture. Il faut qu'elle fasse envie, il faut qu'elle fasse plaisir, il faut qu'elle corresponde au genre
auxquels on essaie de correspondre. Je crois que j'ai dit 2 fois correspondre dans la même phrase, c'est pas grave. Une autre question que vous devez vous poser quand vous êtes sur leur site, c'est combien de livres éditent-ils? Quand a été programmée leur dernière sortie? Parce qu'il y en a qui ont justement de bonnes couvertures, mais on voit que le dernier c'était en 2019 ou en 2018. Souvent ça veut dire que la maison a sûrement fait faillite entre temps, et donc ça sert à rien d'envoyer un manuscrit. Je pense que c'est important aussi de lire le résumé de certains livres qui sont présentés sur leur site. C'est important aussi de se renseigner sur la diffusion et la distribution. Parce que justement, enfin, encore une fois, si votre livre n'est accessible que sur internet, vous pouvez l'auto-éditer et après c'est sûr qu'il y aura le travail d'un éditeur qui pourra vous permettre, si c'est une bonne maison, d'améliorer votre texte. Moi je pense que peut-être pour ça, je pencherais plutôt pour une petite maison qui n'a pas de diffusion et de distribution digne de ce nom que pour l'auto-édition. Mais je sais que certains préféreront se dire « Ah, ça me fait chier moi de me retrouver qu'avec 8 à 10% des gains » et tout ça, pourquoi? Pour justement juste retravailler mon texte. Mais je pense que pour apprendre qui on est, pour apprendre plus de son style, ça peut être une bonne chose de se questionner sur ça. Bon, après, tout simplement, où les trouver, ces petites maisons? Editis, je crois, ou Editit, un truc comme ça. Et dessus, justement, vous avez toute une liste de maisons. Et là, il va falloir faire un tri, et ça prend des heures. Moi, j'y suis, là, ça fait depuis 2 ou 3 jours, je fais que ça. Je fais que cliquer, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Et franchement, je pense qu'il doit y avoir... Ça doit être presque le même taux que les taux de manuscrits potables que eux reçoivent. Donc c'est vraiment pour une maison qui me correspond, qui me convient, qui me plaît, quoi. C'est vraiment un truc de feeling. Ben il y en a, je sais pas, 30, 40 qui ne me correspondent pas. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent celles qui me plaisent, ça en est qui ne sont pas des maisons d'édition de littérature. En fait, je vois qu'il y a comme vraiment deux mondes. Il y a la littérature, enfin je parle encore une fois à petite échelle. Il y a la littérature, et souvent on voit que c'est des personnes âgées, je vois totalement le profil de ces personnes-là. C'est ceux qui vont après s'emmerder à aller à tous les salons du livre régionaux, et on les voit à leur couverture, encore une fois, c'est... Pour moi, on va dire que c'est... on va les appeler les typos bleus, quoi, pour pas être vexant. Et à côté de ça, il y a des maisons d'édition de revues, par exemple, artistiques, de photographie, parfois de romans graphiques, qui sont, eux, plutôt trentenaires, qui sont plutôt jeunes, et qui arrivent à rendre leurs livres sexy. Et on sent qu'il y a un amour du papier, un amour de la mise en page, de la typographie, du choix du matériau, du matériel, mais je crois que c'est matériau plutôt, qui donne envie. Et là, c'est le genre, je pense, pour lequel la plupart des gens ont envie de travailler, mais sauf que ça correspond pas, puisque c'est pas de la littérature. Et à côté de ça, il y en a justement qui sont au milieu, qui sont un peu entre les deux, où on voit qu'ils ont justement quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de la typographie, qui s'occupe de la mise en page, de la maquette du livre. Et là, en fait, moi, à chaque fois, je me demande, il faudrait tomber sur quelqu'un qui n'est pas suffisamment connu, mais qui a quand même suffisamment d'armes pour pouvoir nous promouvoir. Donc allez, on va se remettre au travail, j'ai un peu plus de batterie sur mon appareil photo, donc c'est cool. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand je fais ça, je suis plutôt dans mon lit, en pyjama, comme une grosse loutre. Là, je me suis habillée et maquillée, donc c'est une reconstitution, comme dans les trucs de faits divers, quoi. Reconstitution de comment chercher une maison. Comme je disais, là, ça fait 2 ou 3 jours que je suis dessus, donc on racle un peu... Enfin, peut-être que c'est pas une bonne idée de dire ça comme ça, mais bon, je racle un peu, je cherche... En fait, je dirais qu'il y a quelque chose de quasi obsessionnel dans cette recherche de maison, c'est-à-dire qu'il y en a tellement que j'ai toujours l'impression qu'il m'en manque une. Là, j'ai contacté une quarantaine de personnes, et j'ai toujours l'impression que celle qui pourrait... Et donc c'est vraiment une pensée obsessionnelle typique, quoi, que celle qui pourrait me correspondre, qui pourrait être la maison d'édition vraiment parfaite, la chaussure de Cendrillon qui irait à mon pied, ben elle manque, et qu'elle n'est pas encore sur ma liste, et que je dois continuer de chercher, continuer de chercher, continuer de chercher. Donc c'est une quête qui semble être perpétuelle, et qui semble tout le temps se prolonger, quoi, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de point final. Donc il va falloir que je me dise, je pense, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je pense qu'il va falloir que je me dise tu continues de faire ça jusqu'à tel jour, et qu'après t'arrêtes même si t'en manque, quoi. Parce que comme je disais, en fait, les premières viennent assez facilement, et ensuite,
on ne connaît pas toutes les maisons, donc on cherche sur les sites régionaux, enfin sur les sites, comme je disais, je sais pas si vous connaissez Publier son livre, qui est quand même, les regroupe par région, donc ça peut être un bon truc. Et aussi sur Editis, et aussi sur les sites de librairie elles-mêmes. Et maintenant, là, j'en suis même à être sur les sites des diffuseurs, ou des distributeurs, je crois que je confonds les deux, mais je crois que c'est diffuseurs. Genre, par exemple, Serendip, qui a l'air d'être un diffuseur un peu péchu de livres d'art et tout. Donc là, on voit qu'en fait, ce que je fais, c'est que je suis pas sur une bonne voie. C'est-à-dire que je suis sur un diffuseur qui édite plutôt des livres, des beaux livres, comme on appelle, des livres de photographie, des livres d'artistes, et qui a dans son catalogue quelques maisons de littérature. Et donc je suis là, brossée au peigne fin, pour tomber justement sur ces maisons littéraires, parce que en général, ben, ce qu'elles proposent me plaît bien, me tente bien en tant que lectrice. Je crois qu'il faut toujours se poser cette question, est-ce que ces livres me donnent envie de les acheter et de les lire? Et il y a beaucoup de petites maisons dont on ne connaît pas forcément l'existence, qui donnent envie, on sent, comme je disais, qu'il y a un amour de la littérature, un amour justement aussi du beau papier. C'est quelque chose de très matérialiste ce que je dis, mais je pense que c'est important quand même d'avoir un bel objet. Peut-être pas tant en tant que lecteur, mais qu'en tant qu'auteur, moi ça me rassure d'en avoir un beau qui ne me fait pas honte. Bon, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur les maisons typo bleu, quoi. Donc là, par exemple, je suis sur le site de Serendip Livres. Et c'est ce que je vous disais. Et donc vous avez toute une liste là de maisons d'édition. Ouais, faut peut-être que je filme mon écran. Vous voyez là, cette police bleue bien précise. Je sais pas si on voit bien. Avec le fait de présenter la couverture. Ça, pareil, je comprends pas le délire de présenter... Hop, de mettre la couverture comme ça en pleine page. Si vous cherchez des maisons plus petites et donc des maisons régionales, donc en faisant mes recherches, j'ai pu remarquer que chaque région avait l'air d'avoir ses spécificités. Par exemple, la Bretagne, ça va être sur la langue bretonne, sur l'eau aussi, sur la mer. Marseille, ça va être plus artistique, plus... il me semble qu'il y a beaucoup de revues là-bas, de revues d'art. Et donc il faut faire attention justement aux maisons qu'on vise dans ce genre de cas, à ce qu'elles soient généralistes et non pas vraiment trop accrochées au côté régional, quoi. Il faut pas envoyer à n'importe qui en se disant que si jamais ils acceptent, ce serait génial parce que comme ça au moins je serai édité. Non, il faut quand même être un minimum... En fait, les éditeurs sont des personnes exigeantes, donc il faut que nous-mêmes on soit exigeants.